Dans un monde où le tourisme de masse transporte des millions de visiteurs aux quatre coins du monde, dans une société où le confort et la sécurité seraient synonymes de bonheur, quelle place pour l'aventure ? Comment comprendre ce qu'est l'aventure et ce qui conduit des hommes et des femmes justement à quitter leur confort, leurs habitudes pour tenter l'aventure ? Olivier Weber, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'aventure, vous la connaissez de près. Cela fait longtemps qu'elle guide votre vie. Grand reporter et correspondant de guerre, vous avez couvert une multitude de conflits et de guérillas en Érythrée, au Cambodge, en Afghanistan, en Tchétchénie, en Birmanie et dans bien d'autres pays. Engagé auprès d'ONG humanitaires, vous avez participé à de nombreuses missions sur le terrain. Vous avez également été ambassadeur itinérant, chargé de la traite des êtres humains. Et puis bien sûr, vous êtes écrivain dans la lignée des Joseph Kessel, Albert Londres ou Blaise Cendrars, auteur d'essais et de romans nombreuses fois primés, notamment par le prestigieux prix Albert Londres et le prix Joseph Kessel. Alors vous venez, Olivier Weber, de publier chez Plon le dictionnaire amoureux de l'aventure. Plus de 900 pages pour nous inviter à découvrir l'esprit d'aventure, des vies connues, moins connues d'aventuriers. Et puis bien sûr, dans l'esprit de ces dictionnaires amoureux, vous nous racontez quelques-unes de vos aventures. Alors je vous cache pas, Olivier Weber, que j'ai été surpris, en ouvrant ce dictionnaire amoureux, de découvrir comme première entrée à la lettre A, absurde. Pourquoi commencer par ce mot ? Oui, parce que c'est un dictionnaire totalement arbitraire, évidemment, et on y met ce qu'on veut au niveau des thématiques, des lieux, des personnages qu'on a aimés ou rencontrés. Et absurde parce que à un moment, oui, il faut être prêt aussi à affronter l'inconnu. Il faut être prêt à aller vers le mystère justement de l'inconnu immense, comme disait Sir Richard Burton, qui était l'un des découvreurs du Nil au 19e siècle. Et donc, il y a quelquefois un côté aventure, péril, goût du risque qui n'est pas sans analogie avec l'absurde. Donc, et l'absurde au sens camusien du terme, la vie a ce côté absurde. Il y a un côté irrationnel, on va dire. J'aime bien l'irrationnel parce que on n'est pas forcément dans les faits, dans les factuels, on n'est pas dans le réel, où on repousse le réel. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait, ces découvreurs, ces explorateurs au cours des siècles, qui étaient des aventuriers, donc que de repousser les limites du réel avec les frontières, avec les espaces, avec les paysages, les découvertes, etc. Et donc, oui, il y a un côté absurde quelque part. On va vers l'inconnu, on va vers le mystère, on va vers le non connu. Et ça, quelquefois, c'est proche de l'absurde. Mais ça fait partie de la beauté, de la magie, on va dire, du voyage. Et c'est une remise en question de la destinée. Ce sont des gens qui disent non, je veux pas. Oui, parce qu'on a des pulsions de nomades par l'aventure, et puis deuxièmement parce que on dit non à ce qu'on croit être déjà connu. Donc oui, effectivement, il y a un côté dire non, il y a un côté engagement, il y a un côté renonciation aussi à son confort. Je crois que c'est très important dans l'aventure que de, non pas la définir, mais de dire qu'il y a une composante qui est la sortie de sa zone de confort. Et c'est important, c'est-à-dire qu'on va pas tout le temps dormir à la même heure, on va pas tout le temps manger à sa faim, on va vers quelque chose qui est un petit peu obscur, comme cela, un peu flou. Et je trouve que c'est important, et encore aujourd'hui, on peut vivre l'aventure. Mais pourtant, c'est l'opposé de ce que la société nous présente comme étant ce qui va nous rendre heureux, le confort, oui, la sécurité. Oui, absolument, et c'est un peu une ambivalence des sociétés modernes et sédentarisées. D'une part, on a quand même une nostalgie de ce qu'on était au départ, c'est-à-dire des nomades, et la société sédentaire occidentale moderne a le culte un peu des héros, le mythe des aventuriers, parce qu'on a cette pulsion des origines. Mais on a encore cette pulsion de nomade. On est nomade en nous, on a encore ce côté sapiens nomade. Oui, absolument, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas fait pour rester assis toute sa journée. On sait très bien que dans les dizaines de générations, voire avant même, le corps va se modifier parce qu'il va être trop statique, la colonne vertébrale va se creuser, va se voûter. On est fait pour marcher, où nous avons des muscles, des jambes, etc. Et on a même une pulsion collective. Vous savez, Paul Valéry disait que les civilisations sont mortelles. Je pense qu'une civilisation qui est trop sédentarisée est mortelle. Donc il y a un besoin de mettre en avant justement cette pulsion, cet élan, ce mouvement. Et puis deuxièmement, oui, par rapport à ce que vous disiez, par rapport à l'assurance du confort,
on va de plus en plus vers cela, et même vers l'assurance tout court. Ne prenez aucun risque, sortez casqué bientôt quand vous serez piéton dans la rue, parce que vous allez éviter le risque d'un pot de fer qui va tomber. Donc on va vers l'absurde là aussi. Mais justement, je crois que l'inconnu, l'aventure, le voyage, surtout quand on est jeune, mais aussi moins jeune, et même s'il n'y a plus vraiment de terre vierge à explorer encore, ou quelques hectares par-ci par-là, il y a quand même une aventure humaine, et là justement on est au-delà du confort, et c'est important de dire non justement à cette assurance de nos corps, de nos âmes. Mais Olivier Weber, est-ce qu'il y a un gène de l'aventurier ? Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes qui naissent avec un gène de l'aventurier, et d'autres qui non, l'ont pas du tout, ils n'auront jamais envie de partir à l'aventure? Alors peut-être pas un gène, en tout cas ça s'apprend très vite par ses origines, par surtout ses lectures, par ses goûts, par ses refus. Vous avez raison de dire, comme tout à l'heure, il faut savoir dire non aussi à des carrières, à des ambitions, et peut-être que l'aventure est une vraie ambition. Mais oui, je crois effectivement qu'il y a comment dirais-je, dès l'enfance, ce culte de l'aventure, du voyage, du goût du risque aussi, du péril, comme je le nomme dans le livre, qui sont en nous. Alors certains l'ont plus que d'autres. Où est le curseur ? Chacun, à un moment dans sa vie, a besoin de rupture. Et à un moment, d'autres l'ont toute leur vie. Moi, j'ai le goût de la rupture, du voyage, de l'inconnu, de l'aventure depuis l'enfance, et je ne pense pas que je l'abandonnerai de sitôt. Alors je renvoie à l'émission Visage que nous avions réalisée ensemble il y a quelques années, qui est toujours disponible sur notre site internet, où vous nous avez parlé de votre vie d'aventurier, de journaliste, d'écrivain. On a vu tout votre parcours. Dans ce dictionnaire amoureux, on retrouve des éléments de votre biographie. C'est le principe des dictionnaires amoureux. Donc l'aventure, vous l'avez connue. On va croiser quelques moments de votre parcours. Ça a été d'être berger pour vous, le début de l'aventure? Oui, c'est un des débuts. J'étais berger adolescent avant d'avoir la chance de recevoir plein de bourses pour différents pays d'études, enfin la France et les États-Unis en particulier, jusqu'à un doctorat, thèse que je n'ai pas soutenue d'ailleurs. Mais oui, c'était la découverte des espaces adolescents dans la haute montagne ou la montagne, à 3 heures de marche du plus proche village, dans les conditions de dénuement, on va dire. Mais je l'avais auparavant depuis 8-9 ans, depuis que j'ai lu Goethe et Cervantes, puis Jack London, Conrad. La lecture a tenu une place énorme. C'est-à-dire que vous étiez dans un orphelinat et c'était le moyen de vous échapper. Absolument, c'est le moyen de repousser les limites en lisant la nuit en particulier, puis de s'inventer une famille, de s'inventer une fratrie, des grands frères. Pour moi, ce sont des grands frères. Et je me suis dit un jour, tout jeune, à 8 ans, 9 ans, je ferai comme eux, comme Goethe et Cervantes. Je vais voyager, écrire, ou écrire et voyager. Je ne sais pas dans quel. Goethe et Cervantes qui vous ont donné envie de voyager. Ouais. C'est pas Henri de Montfray, c'est pas Michel Pessel. Pratiquement en même temps. Oui, pratiquement en même temps, Henri de Montfray, effectivement, Conrad et Jack London. Mais on va dire Goethe, Cervantes et Montfred. Goethe, Cervantes, parce qu'ils voyageaient, ils revenaient de guerre, ils ont été quelque part correspondants de guerre à leur mesure. Goethe à Valmy pendant les batailles post-révolutionnaires contre la France, et puis Cervantes à la bataille de Lépante, il n'avait même pas 30 ans. Et comment ils ont réinventé le réel. Donc il y a à partir du voyage, du concret, comment on tord la réalité, ou plutôt on l'aménage, on la réinvente, on la réenchante. Le mot enchantement, c'est très important. Le mot d'espérance et d'espoir, pour moi également, sont deux mots extrêmement importants. Et donc voilà, il y a un partir, revenir, une sorte de mouvement du balancier que j'ai exercé depuis le plus jeune âge. Du coup, je suis parti très jeune à l'aventure, pendant mes études, avant et après. Mais il y a à chaque fois ces deux paramètres, on va dire, le voyage évidemment, et puis revenir s'enfermer dans une bibliothèque comme ici, ou chez soi, etc., en montagne, ou à Paris, pour écrire, pour décrire, pour réenchanter. C'est quelquefois paradoxal, mais pour moi, ça compose une vie. Visage, RCF. Olivier Weber, dans ce dictionnaire amoureux de l'aventure, vous écrivez que l'aventure est comme une fuite en avant. Il faut avoir envie de fuir quelque chose, ou de se fuir soi-même pour partir à l'aventure. Oui, alors je dirais se fuir soi-même, et aussi avoir envie de se découvrir soi-même, parce que le voyage, pour moi, ou l'aventure, c'est l'aventure utile, l'aventure humaine, donc à la rencontre des autres. Mais en même temps, faut jamais s'oublier, il y a le grand dehors dont parlait Stevenson. Moi, je l'appelle le grand ailleurs, et vous avez aussi le grand dedans, l'exploration de ses sentiments, de ses émotions, à la lumière de ceux ou de celles des autres. Et puis, deuxièmement, le mot fuite en avant, c'est vrai, l'expression fuite en avant en français est un peu péjorative. Elle l'est beaucoup moins en anglais ou en allemand, voire en espagnol. Et l'histoire, c'est moins de fuir que d'avoir cet élan, cette propulsion, ce mouvement perpétuel dont parlait Aragon. Et pour moi, cette impulsion, elle est fondamentale. C'est aussi
aller vers le doute ou se dire, comme Socrate, il n'y a qu'une seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Et ça, j'adore ça. C'est une quête, l'aventure? Oui, c'est une quête. Oui, absolument, c'est une quête. Alors c'est une quête double ou triple. Il y a la quête philosophique, de la sagesse, du sentiment de l'émotion, qui pour moi font partie du même groupe. Ça peut paraître bizarre, l'irrationnel ou l'émotion, le sentimental, par rapport à la philosophie. Puis deuxièmement, les paysages terrestres, les paysages humains. Et je crois que même si on a tout exploré, on peut réexplorer avec le cœur, avec les yeux grands ouverts. J'aime bien cette expression que vous donnez dans votre dictionnaire amoureux. L'aventurier est un prophète égaré des temps modernes. Oui, absolument, parce que quelque part, l'aventurier porte aussi le flambeau de sa société, ou l'un des flambeaux, puisqu'encore une fois, il est un peu, pas meneur, il n'y a pas du tout cette prétention, mais le côté exploration, y compris exploration humaine. Et puis deuxièmement, il y a le mythe justement du goût du risque, la sortie de la zone de confort, le mystère, l'alchimie des rencontres. Et puis je pense aussi beaucoup à la mélancolie, à la solitude. Et la mélancolie, ça peut paraître négatif, pas du tout. Moi, j'ai une grande mélancolie depuis l'enfance. C'est pas la tristesse, c'est pas la nostalgie. Qu'est-ce que c'est que la mélancolie? C'est une mélancolie à l'allemande, comme disaient les romantiques allemands, dont Goethe dit. C'est une sorte qu'on pourrait traduire en français par la nostalgie du lendemain. C'est-à-dire, je sais que demain sera meilleur. Et c'est très beau parce que c'est une impulsion, c'est un élan, c'est un besoin d'aller voir les autres. Évidemment, on l'éprouve souvent dans la solitude. Et moi, cette mélancolie, elle est très créatrice. Je l'ai très souvent. Je l'ai avec le ciel bleu. Je l'ai quelquefois en voyant une mère dans les rues de Paris ou d'un petit village avec un enfant dans ses bras. C'est un sentiment peut-être de spleen, mais très positif, encore une fois, dans l'espérance. Et quand on voyage, quand on est loin de chez soi, on ressent plus particulièrement cette mélancolie, ce qu'on appelle parfois le mal du pays, c'est autre chose. Alors c'est moins le mal du pays qu'une sorte de sentiment comme cela, un peu mélancolique, de réinvention du monde, de réenchantement, et par la rencontre. Mais ça peut être simplement par la randonnée, l'expédition au Haut-Himalaya, au fin fond de l'Amazonie. Il y a un côté physique aussi, un côté engagement physique. Je crois beaucoup à ça. Moi, je parle de dénonciation, je parle d'engagement auprès de peuples que je défends, les Kurdes, les Arméniens, les Afghans. On va en parler, on va en parler tout à l'heure, mais aussi l'engagement physique. Quand on part un mois à 6000 mètres d'altitude, comme je l'ai fait l'an dernier sur les pente du glacier Lhotse au fin fond du Népal. Pour moi, c'est un engagement physique. Et les rencontres le soir, sous la tente, au bivouac, dans les monastères, dans les auberges, sont fabuleuses. Alors ce mot d'engagement, pour vous, Olivier Weber, il est intimement lié à l'aventure. L'engagement humanitaire, c'est une vraie forme d'aventure du XXe siècle, du XXIe siècle, parce que vous nous parlez de Cervantes, c'était une autre forme d'aventure liée à la guerre. Mais pour vous, l'engagement humanitaire, c'est l'aventure de notre siècle. Oui, c'est une aventure. Moi, j'ai éprouvé, et j'éprouve toujours différentes formes d'aventure. L'aventure purement physique, comme on parlait tout à l'heure, aux montagnardes. L'aventure des dénonciations, enfin, fond de l'Amazonie ou du Soudan, pour essayer de dénoncer le trafic des enfants esclaves, ce qui avait déclenché d'ailleurs 2 enquêtes de l'ONU. C'est peut-être la seule fois où un de mes livres ou un de mes articles ou un de mes documentaires ont déclenché des réactions internationales, mais j'en suis fier pour eux, pour les enfants esclaves du Sud-Soudan, qui sont des esclaves soit chrétiens, soit animistes, noirs, mis en esclavage par les cavaliers du Nord, arabes au service du régime de Khartoum. Et puis après, il y a l'humanitaire aussi, parce que, et je dis ça surtout pour les jeunes auditeurs, c'est que il y a une sorte de fascination pour l'humanitaire. Et je le dis à tous et à toutes, on peut faire l'humanitaire sans être médecin ou infirmière. Il y a de plus en plus de noms médicaux dans les ONG. Et puis, deuxièmement, parce que même si le sans-frontiérisme a été inventé ici, à Paris, il y a plus de 50 ans, il y a maintenant des milliers d'ONG, d'organisations humanitaires de par le monde qui sont celles du Sud, malgaches, de Madagascar, sud-africaines, pakistanaises, mexicaines et brésiliennes, et je suis fasciné. Ce sont souvent d'ailleurs des ONG dirigées par des femmes. Et là, il y a plein de possibilités d'engagement, et je suis fasciné aussi par le fait que ces femmes et ces hommes prennent des risques pour dénoncer la corruption, pour essayer d'instaurer une éducation, par exemple, non islamiste au Pakistan ou en Afghanistan ou ailleurs, souvent avec des moyens clandestins. Et donc, oui, c'est une forme d'engagement, c'est une forme d'aventure. Là, vous réunissez le goût du risque. On peut encore vivre cette aventure humaine aujourd'hui, parce qu'on a tous en mémoire les French Doctors en Afghanistan, et on va reparler de ce pays dans un moment. Quand vous êtes parti au Soudan, donc il y avait eu cet engagement humanitaire très fort dans certains pays. Mais on se demande si aujourd'hui
des jeunes peuvent vivre encore cette aventure humanitaire, bien cet sûr, engagement même humanitaire. si évidemment il y a d'autres formes, et même si quelquefois les contraintes sont plus fortes, y compris la menace contre des ONG occidentales ou du Sud. Mais regardez simplement l'organisation Douleurs sans frontières. Elle est peut-être pas très très connue. C'est une émanation de certains anciens de Médecins du Monde, etc., qui vont soigner la douleur physique et la douleur psychique, dont les violences faites aux femmes d'ailleurs aussi, de par le monde, dans 6 pays. C'est formidable. Et là, il y a plein d'énergie, il y a plein d'embauches possibles, il y a plein de volontariat. Et je crois, oui, à chaque fois qu'on en ressort grandi, qu'on part 1 mois, qu'on parte 6 mois, qu'on parte 3 ans ou 6 ans, c'est une aventure extraordinaire, quelquefois difficile, je l'avoue, quelquefois difficile, mais en même temps, c'est un engagement de soi, de son corps quelquefois, parce qu'évidemment, c'est chronophage, mais aussi de son âme, de ses passions. Et moi, je rends grâce à ces humanitaires, du Sud comme du Nord, parce que c'est un moyen aussi, d'accompagner les relations internationales. Vous savez, il y a les États, ça c'est vieux comme Babylone et les empires. Il y a donc, deuxièmement, les organisations internationales de type ONU, Société des Nations, Croix-Rouge, etc. Puis après, vous avez des milliers d'associations qu'on appelle la société civile ou les sociétés civiles de par le monde qui contribuent à améliorer le sort du monde. Des comités de quartier à Calcutta, des mères de famille qui luttent contre les desaparecidos, c'est-à-dire les enlèvements au Mexique, etc., etc. Et là, ça contribue aussi quelquefois à des contre-pouvoirs. C'est pour ça et j'ai traité ça quand j'étais ambassadeur de France itinérant, auprès des Nations Unies en particulier, ça a levé, on va dire, des oppositions de la part des dictatures de par le monde qui ne veulent pas de ces ONG, mais il faut les aider quand même. Olivier Weber, il y a un pays que vous citez bien sûr dans ce dictionnaire amoureux de l'aventure qui a transformé bien des hommes et bien des femmes, c'est l'Afghanistan. Vous écrivez « Qui a pénétré dans le maquis afghan a vu sa vie se transformer à jamais ». Beaucoup d'humanitaires, beaucoup de French doctors sont partis en Afghanistan. Vous êtes partis en Afghanistan aussi pour faire du reportage également, on va en parler. Qu'est-ce qu'il a de si fascinant, de si particulier ce pays ? Alors par rapport aux étrangers qui ont pu aller en Afghanistan pour quelque raison que ce soit, comme moi, pour des livres, pour des reportages, pour des missions humanitaires, des expéditions comme j'ai pu en faire sur les routes de la soie, ou des documentaires, j'ai pratiquement vu personne qui soit indifférent. Soit on aime à l'excès, comme moi, et c'est peut-être pas très rationnel. Comme beaucoup d'hommes, j'en ai beaucoup ici à ce micro. Éric Chesson, il donne sa vie pour l'Afghanistan. Soit on déteste, c'est pour des raisons aussi tout à fait normales. Mais je vais répondre pourquoi. C'est parce que l'histoire, elle est fascinante. Deuxièmement, il y a une sorte de noblesse d'âme de la part des hommes et des femmes d'Afghanistan. C'est-à-dire, on est amis ou ennemis, mais c'est tranché. Si on est amis, moi je sais qu'il y a des amis afghans qui se feraient tuer pour moi. Et je suis très sensible à ça. Et puis il y a une beauté des paysages. Évidemment, l'histoire est tragique, l'histoire contemporaine, et c'est bien dommage. Je crois qu'il y a un vrai gâchis. Et les pays occidentaux et l'Afghanistan, les Afghans en sont responsables. Vraiment, il y a une responsabilité partagée. Il ne faut pas accuser que l'armée ou les armées de l'OTAN et l'armée américaine. C'est un immense gâchis qui est malheureusement au détriment des 40 millions d'Afghanes et d'Afghans, avec des clés du pays qui ont été remises par Donald Trump aux talibans. Vous savez très bien que ça allait dégénérer avec le terrorisme international, donc Al-Qaïda et autres, et Daesh, Khorasan, c'est-à-dire l'État islamique en Afghanistan. Mais il y a une beauté de l'histoire, il y a une beauté des paysages, il y a une noblesse d'âme, et la littérature, la musique sont fabuleuses. Donc oui. Celui qui incarne vraiment ça, et vous le citez, il y a une entrée, c'est Massoud, oui. le commandant Massoud. Vous dites que ce commandant Massoud symbolisera toujours à mes yeux l'aventure de l'engagement. Oui. Lui aussi était complètement dans l'engagement, la quête de la liberté pour son peuple, et en même temps c'était
un guerrier et un poète. Oui, absolument. Il vous a fasciné, cet homme. Beaucoup de gens ont été fascinés par Massoud. Oui, absolument. Il m'a fasciné. En même temps, j'ai toujours gardé mes distances, que je veux pas être dans l'idolâtrie. Mais je savais, et je sais toujours que Massoud était l'homme idéal pour essayer de diriger ce pays. C'est un ancien fondamentaliste ou traditionnaliste qui est passé dans le camp des démocrates musulmans et qui a compris les enjeux stratégiques, politiques, humanitaires de son pays et qui avait fait de ce qu'on appelle le Daoulat, c'est la République de la vallée du Panjshir, sa vallée, qui est une vallée magnifique, un peu comme la Suisse, longue de plus de 100 km et large de 2 à 4 ou 5 km, très verdoyante. Ça démarre à 1800 mètres, ça finit à 4200 mètres d'altitude sur un col, plus des montagnes de 5-6 000 mètres. Et bien, elle avait fait de cette vallée du Panjshir une sorte de laboratoire des droits de l'homme, des droits de la femme, etc. Et c'était fascinant. Bon, on l'a tué pour cela. Donc, le 9 septembre 2001, 2 jours avant les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Et c'est quelqu'un, s'il était encore en vie aujourd'hui, qui aurait pu changer le cours de l'histoire en Afghanistan, mais aussi dans toute la région. Et on ne lui a pas fait confiance. On ne lui a pas fait confiance, terrible. Absolument. Il est venu ici à Paris pour en parler 5 mois avant les attentats, et voilà. Et il était... Mais quand on est aventurier, que ce soit médecin pour aller soigner pendant la guerre, comme l'ont fait beaucoup de médecins des French Doctors en Afghanistan, que l'on soit reporter, caméraman, je pense à Christophe de Ponfilly qui a consacré une partie de son engagement à filmer pour défendre la cause afghane, et qu'on voit le gâchis, on n'est pas désespéré. Un peu. Il n'y a pas des aventuriers qui reviennent aigris et désespérés de ce genre de pays. Oui, absolument. Il faut lutter contre ça. Moi, je suis dans l'éternel optimisme, peut-être pas l'optimisme, mais l'espérance. L'espérance, encore une fois, et l'espoir. Et donc, je sais qu'il y a des causes plus ou moins perdues. Je sais qu'il y a des cycles dans l'histoire, qu'il faut savoir s'armer de patience pour attendre évidemment un rebond dans l'histoire. Et en même temps, la vie continue. Moi, je m'occupe aussi beaucoup des Arméniens, des Kurdes, des Afghans de la résistance anti-Taliban. C'est pas qu'une résistance militaire avec le fils de Massoud qui a 34 ans, Ahmad Massoud, qui vit à la frontière au nord, au Tadjikistan. Mais il s'agit aussi des femmes qui luttent à l'intérieur, clandestinement, qui essayent d'éduquer les enfants avec d'autres choses que le Coran et évidemment une formation traditionnaliste. Pour moi, ça fait partie de la résistance. Donc oui, alors on peut revenir dépité, aigri. Moi, je lutte contre cela. Au contraire, moi, je m'ouvre les yeux et j'essaie à chaque fois de porter la parole de ceux qui sont dans l'action. Voilà, je crois que c'est ce qui me porte. On présente toujours les aventuriers comme des hommes et des femmes forts, fortes. Pourtant, certains craquent. Je citais Christophe de Ponfilly, il s'est suicidé, et c'est pas le seul aventurier, grand voyageur, reporter. C'est vrai, il y a eu, moi je vois à leur jour, et vous en connaissez. J'en ai connu beaucoup. Alors moi j'ai risqué ma vie au moins 16 fois, enfin sur les 20 conflits que j'ai pu couvrir pour mes livres, mes reportages. Et j'ai vraiment frôlé la mort de très très près 16 fois dans différents pays. Mais je suis pas suicidaire. J'ai vu des amis revenir totalement, comment dirais-je, bouleversés. Pour plein de raisons de ces pays qu'on a évoqués au Moyen-Orient, en Afrique, fin fond de l'Amérique du Sud ou de l'Afghanistan. Pourquoi c'est trop dur au bout d'un moment d'être face à la misère du monde, à l'injustice? Oui, moi c'est ce que j'appelle un peu le syndrome du retour, sur lequel il y a eu un très bon film de Michael Haneke, c'est cet ami autrichien qui a 2 fois la Palme d'Or. Le film s'appelle Code Inconnu. Qu'est-ce qui se passe avec le retour, avec cette rumeur du monde, avec évidemment tous ces massacres qu'on a pu voir? Donc on peut être atteint du syndrome post-traumatique de guerre, mais on n'est pas là pour parler de nous, on est là pour parler des autres. Il n'empêche que, évidemment, le retour n'est pas toujours aisé. Deuxièmement... Et ça, c'est valable pour tous les aventuriers? Non, pas pour tous, parce que... non, certains, je crois, quand on est confronté à la douleur des autres, effectivement, mais il suffit après de... Enfin, il suffit pas, c'est une thérapie très personnelle. Moi, j'écris beaucoup, et ça me permet aussi de transcender tout cela. Et de mettre une distance aussi en écrivant. Mettre une distance, absolument. Mettre une distance, d'abord raconter tout ce qu'on a vu, porter la parole des autres. Deuxièmement, et là on en revient à soi, se débarrasser un peu de ces traumatismes, de ces cauchemars. Moi, je vous avoue que, évidemment, j'étais hanté par ces morts, par ces disparitions de civils que j'ai vues depuis l'Érythrée, quand j'avais 20 ans et quelques, au fin fond de l'Éthiopie et du Soudan, jusqu'au Yémen, jusqu'en Syrie, en Afghanistan, l'Irak et autres conflits. Mais je n'ai pas couvert pour mes livres et mes reportages que des conflits. Il n'empêche qu'évidemment que ce sont ces zones-là qui vous marquent le plus. Plus la mort qu'on a côtoyée en montagne pour des raisons d'expédition lointaines et de risques pris en alpinisme et autres. Mais voilà, moi je savoure la vie parce que je suis en sursis.
Vous savez, à un moment, j'étais en Afghanistan, je suis rentré au Pakistan, là, une ville qui est en bas, en contrebas des montagnes, s'appelle Peshawar, et on voit avec mon ami Geoffroy Ligné que à la une du journal The Frontier Post, le courrier de la frontière, nous sommes annoncés morts, disparus à la frontière afghane. Et on a protesté, on a convoqué dans un jardin un peu tropical de l'ancien mess de la garnison britannique, le rédacteur en chef, Mr. Kaiser Boot, qui ressemblait à Taras Bulba, pantalon bouffant, très enveloppé, crâne chauve, petite moustache, etc. Il a fait un démenti, mais c'était 3 jours après, et 10 lignes à l'adhère de couverture. Geoffroy, mon ami, ça n'a rien à voir, mais il s'est suicidé quelques années plus tard. Et j'étais bouleversé par sa mort. Oui, ça fait partie des héros disparus, des aventuriers qui n'ont pas supporté le choc du retour, ou qui avaient aussi des pulsions suicidaires en eux, peu importe, parce que les motivations sont quelquefois très complexes et polyphoniques. Mais je leur rends hommage aussi dans ce livre, parce que c'est un livre sur mes missions, mes expéditions, mes aventures, mais aussi sur celles des autres. Et ça va d'Ulysse à Tintin, Corto Maltese, 2 Ulysses, qui sont pour moi des Ulysses modernes. Visage RCF. Olivier Weber, dans ce dictionnaire amoureux de l'aventure, il y a ces formes d'aventure qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire l'engagement humanitaire, l'engagement des reporters, des écrivains voyageurs. Puis il y a aussi ceux dont on parle moins aujourd'hui, et j'étais heureux de le retrouver, c'était Don Fernando. Oui. Fernand Fournier-Aubray. Oui. Je l'avais lu dans mon adolescence, il est mort en 1972, cet homme, et là on a l'impression que c'est des profils d'aventuriers qui n'existe plus aujourd'hui, qui partait. Alors, vous allez nous dire quelques mots de Don Fernando. Oui, alors Don Fernando, moi je l'ai lu à Nice justement, où j'étais lycéen à l'internat. Son livre, en fait, sa biographie est sortie dans les années 70, au tout début des années 70. Et l'éditeur Robert Laffont, dont je connais le fils d'ailleurs, a signé en 5 minutes quand il a vu Don Fernando, donc Fernand Fournier-Aubry, qui est une sorte d'aventurier qui allait au fin fond de l'Asie centrale à la recherche de pierres, mais aussi sur les mers, dans les Caraïbes, au Brésil, d'ailleurs, qui chassait le requin aussi pour aller donner de la vitamine D aux Sud-Américains, donc qui était porté aussi par un projet très humaniste, donc aventurier solitaire en même temps à l'écoute et au profit, au chevet des autres. Oui, mais engagé, par exemple, pour aller couper du bois en Afrique. On le retrouve dans une multitude de pays où il travaillait sur place. Tout à fait. Et moi, je l'ai lu en anglais en rentrant des Balkans, dans les Balkans d'ailleurs, et j'ai trouvé que c'était fascinant, et je ne savais pas qu'il était mort à Nice. Je l'ai appris peu de temps après. Et donc oui, je lui rends hommage parce que c'est un profil d'aventurier qui a tendance à être un peu perdu, parce qu'il conjuguait tous les ingrédients, grosso modo le goût du risque dont on parlait tout à l'heure, le mystère de l'inconnu, la sortie de la zone de confort, et puis le goût des autres aussi, quelque part, l'empathie, la compassion. Donc pour moi, c'est cela, c'est le profil type de l'aventure humaine, l'aventure utile, et je lui rends hommage. Parce que beaucoup d'aventuriers du XVIIIe siècle, XIXe siècle, partaient pour s'enrichir aussi. Oui. Vous avez une entrée or. Oui. Combien l'or a attiré les aventuriers? Oui, alors tout à fait, vous avez raison de le dire, mais je fais le distinguo entre les conquistadors, donc, qui sont souvent des massacreurs, je pense à Pizarro, donc, et puis les découvreurs, comme Vasco da Gama ou autres, qui n'ont pas massacré, mais qui étaient tous des porte-étendards des puissances coloniales en devenir, que ce soit le Portugal, l'Espagne. Pour enrichir leur royaume. Pour enrichir le royaume, bien sûr, la Grande-Bretagne, la France, bien sûr, les Pays-Bas, et quelquefois il y avait des massacres au bout de la cartographie. Mais certains d'entre eux, je pense aussi à Bartholomé de Las Casas, étaient des découvreurs très humanistes. Par exemple, Bartholomé de Las Casas a fait en sorte qu'on entend le cri des Indiens massacrés. Il a dit, attention, nous ne sommes pas là pour évangéliser ou pour massacrer, nous sommes là pour écouter, aller à la rencontre de l'autre. Et donc, je fais le distinguo. Mais c'est vrai que l'histoire des découvertes a été jalonnée, on va dire, de massacres, de colonisation, quelquefois douces, quelquefois violentes. Et je fais bien c'était des aventuriers, on les appelait aussi des aventuriers. C'était aussi des aventuriers, tout à fait. Et puis, je reviens sur l'or. Puisque c'est quand même des données importantes et qu'on retrouve dans vos entrées, il y a or, il y a drogue, il y a trafic. Oui. Il y a un côté, chez certains aventuriers, qui est très lié à du trafic. Oui. Je pense à Henri de Montfray, par exemple. Absolument, tout à fait. Alors, c'est l'incarnation de l'aventurier trafiquant. Voilà, alors Henri de Montfray faisait du trafic d'armes, du trafic de hashish et d'opium aussi, etc. Est-ce que c'est condamnable? Est-ce que c'était condamnable à l'époque? On sait très bien aussi que Rimbaud faisait quelques trafics en mer Rouge et en Abyssinie
Abyssinie, donc l'Éthiopie d'aujourd'hui. Donc évidemment, il y a des lignes rouges, il y a des zones éthiques à définir, mais oui, ça fait partie aussi un peu du mythe. Regardez, moi je consacre aussi beaucoup d'entrées aux pirates, Rackham le Roux, la Long John Silver, bien connu des lecteurs de Stevenson et de l'île au trésor. Il y a le mythe de pirates. Et ce qui m'intéressait avec les pirates, par exemple, c'était le mythe de l'égalitarisme, en fait. C'est-à-dire que ces pirates avaient inventé des sociétés égalitaires, dont Libertalia à Madagascar, bien avant la Révolution française. Et donc voilà, il y a la part du mythe, et en même temps il y a la part du couteau, il y a la part du sabre, qu'il faut savoir distinguer encore une fois, mais ça fait partie aussi du mythe de l'exploration, de l'aventure, et je crois qu'on a tous quelque part une âme de pirate dans l'âme quand on va au bout du monde. En parlant de pirates, vous êtes passé un peu vite sur Henri de Montfray, parce que c'est quand même un personnage qui a compté pour vous. Vous l'avez beaucoup lu quand il était enfant, avec ses récits sur la mer Rouge. Cet homme-là, il était quand même assez particulier. Parce que pour vous, il doit être particulièrement intéressant. À la fois, c'est un aventurier, trafiquant, commerçant, et en même temps écrivain. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est Joseph Kessel qui l'a convaincu d'écrire, en fait, lorsqu'il Vous dites qu'il avait davantage peur de la page blanche que des peuples environnants réputés terribles. Voilà, c'était pas sa vocation première, on va dire. C'est quelqu'un qui s'est installé assez tardivement, d'ailleurs. Il est pas parti à 19 ans ou à 18 ans en mer Rouge. Moi, je suis parti très jeune, d'ailleurs, sur les traces d'Henri de Montfray, mais surtout d'Arthur Rimbaud, en mer Rouge, au Yémen, à Mocha. D'ailleurs, il y a une entrée sur Mocha, cette ville ensablée du Yémen, qui a donné son nom au café. Et puis en Abyssinie, donc en fait au Soudan, Éthiopie. En Érythrée, en Éthiopie. Voilà, parce qu'il y a encore une part d'aventure. Et oui, Henri de Montfray, c'est quelqu'un d'assez incroyable, parce que pirate, mais aussi parce qu'il a su expliquer toutes ses missions, toutes ses expéditions, toutes ses aventures. Et puis, il était dans la rupture. Il a complètement rompu avec la ferme qu'il avait montée, qui avait fait faillite, etc. Et puis avec le milieu bourgeois. Absolument. Et tout d'un coup, il devient un pirate, il se fait circoncire, il devient trafiquant, il devient navigateur sur la mer Rouge, il parle arabe, il a des nakuda, donc c'est-à-dire des capitaines qui sont du cru, évidemment, sur son boutre. Voilà, donc pour beaucoup d'écrivains jeunes à l'époque qui l'avons lu, c'est une référence parce que voilà, c'est sans cesse reculer l'horizon, mais aussi perpétuer le goût du risque. Et après, est-ce qu'il n'y a pas un mensonge aussi derrière tous ces récits de voyageurs? Et je pense à Henri de Montfray. Est-ce qu'il n'a pas réécrit quelque part son histoire? Est-ce qu'il n'a pas menti, par omission, parfois? Je pense notamment au trafic d'êtres humains. Bien sûr. Alors on n'a jamais su véritablement. Il y a eu beaucoup de doutes et beaucoup de de biographes et de spécialistes évoquent le trafic d'êtres humains de la part d'Henri de Montfray, c'est tout à fait possible. Voilà, il y a eu des preuves, il y a eu des lettres, il y a des dossiers qui ont disparu au Quai d'Orsay aussi, mais il reste encore des lettres et des faits sous suspicion. Bien sûr, Henri de Montfray, comme beaucoup d'écrivains, a réinventé le réel. Je pense aussi à Romain Gary. Je pense au Mentir vrai d'Aragon. Alors, est-ce que c'est de la mise en scène? Est-ce que c'est du romanesque? Est-ce que c'est un récit romanesque? Je pense que ça fait partie de la vie d'aventurier que d'expliquer le réel. Vous savez, l'expliquer ou parfois de le transformer, de l'embellir? De le transcender, de le réexpliquer. Alors, quelquefois, on a des purs récits qui ont le nom roman, par exemple. Et l'inverse aussi, des romans qui sont vraiment que des récits tirés du réel. Moi, ça me dérange pas à partir du moment où on connaît la couleur dès le départ. Si le lecteur n'est pas agrégé, ça me dérange pas. Donc, c'est une sorte d'aménagement ou d'interprétation du réel. Et c'est vrai qu'il y a des moments où le réel est tellement fort que les mots traduisant les faits ne suffisent plus. Il faut aller vers le roman, inventer des personnages pour raconter justement la période d'une vie. Moi, par exemple, sur les reportages de guerre ou les livres, par rapport au conflit que j'ai pu couvrir, j'ai davantage appris avec des romans qu'avec des récits ou des thèses d'État. Donc ça fait partie de cette osmose entre littérature de réel et la pure fiction.
Vous avez, Olivier Weber, été aussi ambassadeur de France chargé de la traite des êtres humains. Ça a été une autre forme d'aventure et d'engagement de votre part. Le trafic d'êtres humains existe encore vraiment aujourd'hui ? Oui, il existe encore. Il y a un esclavage sous plein de formes, la prostitution internationale, les enfants soldats que l'on voit dans certaines armées d'Afrique. Il y a également, simplement, on en parlait tout à l'heure, avec le trafic de l'or. Moi, j'ai passé des mois en Amazonie pour un livre qui s'appelle J'aurai de l'or, qui est un titre tiré d'un vers de Rimbaud, d'une saison en enfer, mais c'est l'asservissement des hommes et des femmes dans le cycle de l'or, des femmes surtout, qui arrivent au fin fond du Brésil pour être ce qu'on appelle cocinera, c'est-à-dire cuisinière, cantinière, et en fait deviennent prostituées. Pourquoi ? Parce que tout est cher. Un petit plat de riz vaut 1 gramme d'or avec un tout petit bout de poisson, c'est-à-dire 60 €. Vous vous rendez compte par rapport au coût de la vie au Brésil, au Suriname ou en Guyane française. Donc on tombe dans un esclavage. Et puis même le trafic de migrants, ça c'est réprimé par les conventions internationales. Donc je me suis dit, après cette proposition par le ministère des Affaires étrangères, j'ai refusé un poste en bilatéral, comme on dit, dans un pays. Je voulais être en multilatéral, donc ambassadeur itinérant sur esclavage, corruption, traite des êtres humains, et puis aussi droits humains. Voilà, j'ai repris ma liberté quelques années plus tard pour recommencer l'aventure et écrire. Mais pendant ces 5 ans de statut d'ambassadeur, j'étais non simplement auprès des Nations Unies, mais aussi sur le terrain. J'ai fait 30 missions en Afrique, Cap-Vert, Sénégal, Afrique du Nord, au Tadjikistan, dans les pays du Golfe, au Mexique, Amérique du Sud, pour essayer de témoigner, d'aller un petit peu en dehors des conclaves des Nations Unies, mais aussi pour aller voir les sociétés civiles, voir les ONG, etc. Et pour moi, c'est une forme d'engagement. Alors, je ne sais pas si ça servait à grand-chose, mais on a pu faire avec mes équipes des résolutions et j'en suis très fier pour eux, pour ces diplomates qui ont pu concocter des résolutions, dont l'une, il y a une dizaine d'années, sur les faux médicaments. Donc, et je crois que ça nous a permis de sauver des centaines de milliers de vies de par le monde. Donc ça aussi, c'est une forme d'engagement et de dénonciation. On le voit en vous écoutant, Olivier Weber, la notion d'aventure, elle est très délicate. C'est une sorte de fil de rasoir, moi je trouve, de crête. Parce qu'il y a des aventuriers qui se lancent à l'aventure pour partir en Amazonie chercher de l'or. Et on peut dire que, d'une certaine manière, ce sont des aventuriers. Bien sûr. Et puis, ils participent à la destruction de l'Amazonie. Et puis, à côté, vous allez avoir des hommes et des femmes qui vont s'engager dans l'aventure humanitaire pour aller dénoncer ce trafic d'humains dans ces mines d'or. Et puis, surtout, cette pollution qui est liée à l'or. On voit bien que qui est aventurier ? Oui, absolument. C'est une bonne question. Je crois que, pour moi, je reviens à la définition de l'aventure. Il faut qu'il y ait, outre le goût du risque, la part d'inconnu, la sortie de la zone de confort, il faut qu'il y ait l'aventure humaine. Et je crois qu'on est tous responsables du sort de la planète, enfin au niveau ressources naturelles et aussi humain, au sens humanitaire. Donc il y a une forme d'engagement. Je crois qu'on peut pas se contenter de piller des ressources, effectivement, en polluant, par exemple, au mercure pour le trafic de l'or, que j'ai vu pendant des mois au fin fond de l'Amazonie, pour ce livre et un film qu'on a sorti avec mon équipe au cinéma, d'ailleurs, La fièvre de l'or. Ou pour le commerce de la drogue, par exemple. Vous avez enquêté dans le triangle d'or au nord de la Thaïlande, Birmanie, dans toutes ces zones-là. Il y a des aventuriers qui sont devenus des barons du commerce de l'opium, avec leur armée. Et Kessel serait là aujourd'hui, il irait les rencontrer, comme vous l'avez fait, et il les décrirait quelque part comme des aventuriers, des trafiquants d'opium. Mais je pense que Kessel les dénoncerait quand même. Donc c'est vrai que c'est fascinant. Moi j'étais fasciné évidemment par ces expéditions au fin fond du triangle d'or. Donc je passais par la Thaïlande, je passe les détails, ça durait des mois. Pénétrer illégalement en Birmanie. En Birmanie, absolument, voir des rebelles, dont le plus grand trafiquant de drogue au monde, qui est mort depuis, Kunsa, qui avait une milice privée de 20 000 hommes, vous vous rendez compte? Alors ça, au fin fond de la montagne, j'ai été arrêté par les Thaïlandais, j'ai pu repartir avec des passeurs chinois, etc. Et c'est vrai que c'est fascinant, vous êtes, je sais pas où, vous êtes dans un film, d'ailleurs le film de Ridley Scott, American Gangster, met en scène justement ce trafiquant de drogue, Kunsa, et voilà, ça fait partie de l'aventure. En même temps, pour moi, c'est une manière de dénoncer ces trafics, parce que là, l'homme qui est victime de ce trafic de drogue est asservi, enfin l'homme et la femme. Et je l'ai trop vu de par le monde pour ne pas les dénoncer. Donc voilà, je vais au-devant de ce danger, je vais au-devant de l'inconnu, mais en même temps, je ramène un livre ou un film ou un reportage qui me permet de dénoncer. Et où est l'aventure? L'aventure, elle est dans une sorte d'éthique, c'est-à-dire qu'on voyage bien sûr pour soi, on prend des risques, mais quelque part, il y a un message, il y a un engagement, il y a une dénonciation
associations. Personnellement, c'est auprès de certains peuples en difficulté. N'empêche que aussi, je ramène des romans qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai vu, mais j'ai besoin d'aller sur place pour... Vous avez besoin des deux, en fait. Voilà, le roman et le reportage qui témoignent précisément. Voilà, et même si c'est un roman qui n'a rien à voir, j'ai besoin d'être dans ce que j'appelle l'humeur ou la rumeur du monde. Peut-être parce que c'est par rapport à mes origines, mais j'ai besoin justement du goût de l'aventure. En se plongeant dans votre dictionnaire amoureux de l'aventure, Olivier Weber, on se rend bien compte que le reportage est un fabuleux tremplin à l'aventure. Depuis Jack London, Stevenson, jusqu'à des reporters et des journalistes d'aujourd'hui. C'est un fabuleux tremplin, le reportage. Oui, absolument, parce que moi j'ai vu ça en faisant du reportage justement, et tout d'un coup on arrive à franchir des frontières clandestinement, on arrive au cœur de guérilla, on arrive au fin fond de la jungle, tout en prenant des risques bien sûr, et je suis fasciné par ça. Je suis fasciné aussi par ces grands frères qui sont des grands écrivains et qui ont été grands reporters. Vous citiez Jack London, il y a Hemingway, il y a Steinbeck, il y a Vassili Grossman, le russe, anciennement soviétique, il y a Malaparté et bien d'autres. Et pour moi c'est fascinant. C'est fascinant aussi de voir le point de bascule. Comment tout d'un coup, quand on a couvert des guerres, beaucoup de guerres comme moi, on se dit en rentrant, mais aussi comme Jack London et Hemingway, on se dit en rentrant, 3 pages dans un journal ou un magazine, ça ne suffit plus. Il faut passer à 300 pages, à un roman. Donc le roman, encore une fois, va permettre d'interpréter le réel. Et puis ça peut nous permettre un peu de nous sauver aussi quelque part par rapport à ces drames dont on a été témoin. Quand on est témoin, on est victime quelque part. Et donc il y a un point de bascule qui me fascine dans l'écriture du reportage, l'écriture du roman. Alors ce sont 2 champs littéraires très différents, mais il y a des points de rencontre. Vous citiez Kessel aussi. Il a couvert nombre de guerres et tout d'un coup il passe au roman pour mieux parler de ce qu'il a vu sur le terrain. Donc lui, c'est pour moi un terrain d'aventure et un exercice de la vocation d'aventurier. Et Olivier Weber, est-ce que vous faites une distinction entre les écrivains voyageurs et les aventuriers? Parce qu'il y a des écrivains voyageurs qui n'ont pas pris des risques énormes pour aller rencontrer des trafiquants, qui se sont contentés d'observer le monde tel qu'il était. Je pense notamment à Nicolas Bouvier, qui est un incroyable, extraordinaire écrivain voyageur. Vous le mettez dans votre dictionnaire amoureux de l'aventure. Oui. Est-ce que c'est un aventurier, Nicolas Bouvier? Alors c'est vrai que tous les écrivains voyageurs sont pas les aventuriers, mais Bouvier en est un. J'ai pu le rencontrer en rentrant d'Asie du Sud-Est. Je l'ai rencontré à Singapour sur une colline. Une soirée bien arrosée. Une soirée bien arrosée d'ailleurs. J'étais assez jeune à l'époque et il est mort quelques années après, mais j'étais fasciné par le personnage que je connaissais par ses livres, mais fasciné aussi par sa modestie. Oui, aventurier quand même, parce qu'il a pris peut-être pas des risques, mais il est sorti de sa zone de confort. Puis il était dans une rupture permanente. Alors lui, il est parti sur les routes, on peut le dire, pour ceux qui ne connaissent pas encore Nicolas Bouvier. On les invite à découvrir la littérature de Nicolas Bouvier, L'usage du monde, s'ils l'ont pas lu encore. C'est un livre mythique. Lui, il est parti avec un de ses copains peintres sur la route dans les années 50. Et la route, il est parti jusqu'à Sri Lanka en partant de la Suisse. Tout à fait. En passant par l'Asie centrale et l'Afghanistan. D'ailleurs, sur les conseils de Hélène Maillard, qui lui a la grande Suissesse aventurière, qui lui a recommandé évidemment de prendre la route, alors qu'il lui demandait conseil. Donc, mais c'était beaucoup moins risqué qu'aujourd'hui de prendre la route. Oui, beaucoup moins risqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces frontières-là surtout, sont compliquées. Et puis deuxièmement, vous savez, il y a une arme dont se servent beaucoup les mafias, les trafiquants, les kidnappeurs et bien sûr les guérillas islamistes, c'est le téléphone portable. Donc on sait, vous rentrez dans un pays, vous êtes dans telle ville ou tel village. Donc c'est vrai que c'est plus dangereux qu'auparavant. Mais il y avait quand même des risques, surtout lorsque lui traversait l'Afghanistan, le Pakistan. Et voilà, donc je lui rends hommage également dans ce livre. Sur ma question, différence entre écrivain voyageur et aventurier? C'est 2 vocations différentes et certains écrivains voyageurs sont aventuriers. Mais tous ne le sont pas. Et à l'inverse, tous les aventuriers n'écrivent pas non plus. Voilà, donc moi je rends hommage aussi à un écrivain voyageur comme Gérard Chaliand, qui est un aventurier pour moi, qui est aussi un poète, qui a couvert comme moi nombre de guerres et de guérillas, parce que pour moi il a ouvert des voies de compréhension surtout, donc ça fait partie un peu de ces écrivains voyageurs aventuriers. Visage, l'expression de l'être. Olivier Weber, il y a également les scientifiques aventurier. J'étais content de retrouver dans votre dictionnaire amoureux Théodore Monod, que j'ai eu le plaisir de recevoir dans cette émission, Paul-Émile Victor, Jean Mallory, qui étaient des scientifiques, qui partaient pour faire avancer les connaissances scientifiques.
et en même temps ce sont des aventuriers. Oui, parce que leur terrain d'exercice était un terrain peut-être pas périlleux, mais un terrain inconnu ou peu connu. On peut parler de Paul-Émile Victor et Jean Mallory qui partaient donc à la découverte de la banquise ou du fin fond du Groenland. Et c'est fabuleux parce que c'est à la fois du scientifique, c'est de l'ethnologique, etc. Et quelque part, leurs récits sont des récits d'écrivains. Et ils prenaient des risques aussi. Ils prenaient des risques, absolument. Et à la Société des explorateurs français, dont je suis l'un des dirigeants, et société à laquelle je rends hommage dans le livre, nous avons toujours beaucoup de scientifiques parce que ça fait partie de l'aventure spatiale, par exemple, l'aventure la spéléologie, le fait d'aller dans les grottes. Et c'est vrai que l'un de ces spéléologues, membre de la Société des explorateurs français, me disait mais on connaît pas grand-chose des grottes encore aujourd'hui, il y a plein de choses à explorer. Donc il y a encore des lieux à explorer aujourd'hui parce qu'on a l'impression que tout a été exploré, qu'il n'y a plus d'explorateurs en fait. L'espace et le souterrain effectivement. Et après sur ce qui est du domaine géographique, du domaine du sol et non pas du sous-sol, il y a encore des lieux à réexplorer avec le cœur et avec l'ethnologie. Je crois beaucoup à ça. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entrées sur l'ethnologie. Claude Lévi-Strauss, la collection Terre humaine, qu'avait lancé d'ailleurs Jean Mallory il y a presque 70 ans maintenant. Eh bien, c'est une manière aussi de redécouvrir le monde, d'en parler différemment. Qu'est-ce qui fascine tant, Olivier Weber, dans ces régions du monde qui sont inhospitalières? Il y a les pôles, le froid, le Groenland, l'Arctique, l'Antarctique, mais il y a aussi le désert. Théodore Monod était fasciné par le désert. Qu'est-ce qui fascine tant les aventuriers pour pénétrer dans ces zones-là? Moi, ce qui me fascine, et je crois que c'est le cas de beaucoup d'écrivains voyageurs et aventuriers, c'est se confronter aux éléments. Donc le froid, le chaud. J'étais en Sibérie en hivernal. J'étais dans à peu près une douzaine de déserts de par le monde, par des températures extrêmes. J'étais en Haut-Himalaya ou ailleurs. Les éléments, pour moi, c'est revenir un peu à des instincts, non pas grégaires ou primitifs, mais de nos origines. C'est on n'est pas fait pour nomades, tout le temps. Être dehors. On n'est pas fait pour être tout le temps un parapluie ou d'avoir tout le temps des gants ou un chapeau sur la tête. Il faut se confronter aussi à la nature. Et puis deuxièmement, se confronter ou rencontrer des peuplades, des peuples autres que les nôtres. Et je crois qu'il y a dans la rencontre beaucoup de choses à apprendre, à transmettre. Et moi, si je suis sur Terre, c'est pour transmettre. J'ai beaucoup reçu quand j'étais jeune, comme on le disait tout à l'heure, par mes lectures, depuis le plus jeune âge, 8 ans, 9 ans. Et j'ai envie de transmettre. Et je suis heureux de voir quand quelque part la mission est accomplie pour ne serait-ce qu'une personne. Voilà. Et dans la transmission, c'est la rencontre. Est-ce que c'est un passage, je veux pas dire un passage obligé pour des jeunes, mais un passage nécessaire que de vivre au moins une expérience d'aventure dans sa vie? Est-ce que ça fait partie un peu d'un rite initiatique qui n'existe plus chez nous en Occident? Eh bien, c'est une très bonne remarque. Effectivement, on est dans le rite quasi initiatique. À tout âge d'ailleurs, pas simplement jeune. On parlait de l'aventure humanitaire tout à l'heure. Il y a l'engagement, il y a l'empathie, il y a la compassion, il y a une aventure utile, quelquefois physique même. Pour certains, partir sur Saint-Jacques-de-Compostelle à la retraite, c'est une forme d'aventure. C'est une forme, oui aussi, c'est une forme d'aventure. En tout cas, on a certains ingrédients, sortie de la zone de confort. Et puis une sorte aussi de recherche de méditation, de solitude, et de sagesse, et d'effort, absolument. Pareil, comme dit mon ami Jean-Christophe Ruffin, académicien, qu'a fait ce pèlerinage lorsqu'il est sorti de sa fonction d'ambassadeur de France. Il dit que c'est le plus grand lieu de drague au monde, je veux bien le croire. Mais il se trouve qu'entre deux auberges, entre deux lieux d'étape, il y a aussi la solitude. Et moi, j'aime ça en montagne, en haute montagne, en Himalaya ou dans les Alpes, c'est-à-dire être seul avec soi-même et la pensée ralentie. Et moi, je suis pour valoriser, glorifier l'esprit de lenteur. Vous savez, Thierry Lyonnais, nous sommes trop dans l'hyper-compétition et l'hyper-rapidité. Il faut réapprendre à ralentir. Et la lenteur, c'est fondamental. Et quand on est dans l'effort, en altitude ou pas forcément d'ailleurs, dans la marche, au bout de 5, 6, 7, 8 heures, on pense différemment. Moi, je pars avec de la poésie, je me récite de la poésie. Je suis peut-être un peu pas audible, parce que je suis très fatigué. Le soir à la halte, mais en tout cas, le cerveau est ralenti et on voit les choses différemment. On voit justement le monde avec beaucoup de poésie et on rencontre les autres aussi avec poésie et avec l'écoute. Et ça, c'est important. Il faut glorifier la lenteur. Mais alors, je vais noircir un peu le tableau. Mais est-ce qu'il n'y a pas une récupération de l'aventure?
Est-ce qu'il n'y a pas un business de l'aventure? Est-ce que la télé a pas essayé de récupérer l'aventure pour en faire des séries télé, pour en faire des jeux? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de reality shows sur l'aventure qui pour moi est de la fausse aventure. C'est comme pour le tourisme ou le tourisme de masse. On sait très bien que 95% du tourisme du monde entier se concentre sur 3-4% des lieux du monde entier. Non, il faut savoir partir à l'aventure, franchir... sortir des sentiers battus. Sortir des sentiers battus, de ce que j'appelle les ghettos. Vous savez, les ghettos pour blancs, pour riches occidentaux en Afrique, on peut pas sortir de l'autre côté. Non, au contraire, il faut aller à la rencontre de l'indigène, et c'est pas du tout péjoratif, de l'autochtone, du peuple qui habite, du natif, comme on dit au Canada. Et oui, c'est important de se dire... que on est dans l'inconnu. Et vous avez raison de dire qu'on essaie de, comment dirais-je, de vedettiser, de marchandiser cet esprit d'aventure dont je parlais tout à l'heure, parce qu'on a envie de revenir à ses pulsions d'origine, cet élan nomade. Mais il faut pas que ça soit simplement de la Star Academy du soir pour aventurier en herbe. Non, au contraire, je pense qu'on peut tous vivre l'aventure. Et quelle différence faites-vous entre le voyage et l'aventure? Parce qu'aujourd'hui, allez, je veux pas dire tout le monde voyage, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout les moyens de voyager, mais il y a de plus en plus de monde qui voyage depuis les années 70, oui. Le voyage s'est démocratisé, ce qui était réservé à une petite élite, soit d'aventuriers, soit de gens très fortunés. Aujourd'hui, beaucoup de monde voyage. Mais quelle différence faites-vous vraiment entre voyage et aventure? Oui, moi je dirais que l'aventure, c'est aller au-delà d'une destination déjà prérequise dès le départ. C'est partir vers l'inconnu, c'est partir souvent seul ou à deux, pas en groupe, et puis avec une mission éventuellement. Elle peut être simplement sportive himalayenne ou aller au fin fond de l'Amazonie à la rencontre de peuples premiers pour les défendre ou simplement pour les écouter, mais ça peut être aussi une aventure solitaire au fin fond du désert. Et voilà, c'est différent parce qu'on n'est pas dans le voyage organisé. Et en même temps, vous avez raison de dire qu'on peut voyager plus facilement. Un jeune, s'il a envie de voyager, il peut. Il économise et ça se mesure en valeur travail par rapport à ce qu'on peut acheter comme billet d'avion. On peut, en économisant, en travaillant certains mois de l'année, on peut partir au bout d'1 an, 2 ans. En revanche, on peut voyager plus difficilement avec les yeux grands ouverts, encore une fois. Et là, c'est un voyage qui se mérite, c'est un esprit d'aventure. Moi, je consacre plusieurs entrées à ce qu'on appelle l'éthique de l'aventure. Alors, que vous définiriez comment, alors, justement? Alors, l'éthique de l'aventure, c'est sortir des sentiers battus, c'est aller vers le péril, mais pas forcément risquer sa vie. Prendre des risques. Prendre des risques, absolument. Et puis, échapper à la routine, c'est quelque part revendiquer le goût de la rupture. Et la rupture est importante. C'est pas forcément voyager sur ses congés payés, c'est un moment une fois dans sa vie, abandonner tout ce qu'on a et partir. Et je crois que c'est encore valorisé aujourd'hui. Je vois avec des jeunes aventuriers, des jeunes voyageurs et voyageuses, ce qu'ils rapportent, ce qu'ils me racontent, y compris à la société des explorateurs français. Je me dis, voilà, le brevet est assuré. Ces jeunes aventuriers incarne bien cet esprit d'aventure que je revendique. Courage. Voilà un mot important, une entrée du dictionnaire amoureux, c'est le courage. Il faut du courage pour partir à l'aventure. Il faut du courage absolument, et le courage est un peu le corollaire de la peur. La peur, elle existe. Quelquefois, on a peur de partir, on a peur de certains terrains. Moi, j'ai eu peur sur le terrain, et il faut avoir peur parce que c'est cognitif, c'est limitatif, ça empêche de faire des erreurs. Et je crois que le courage... Ça peut nous sauver la vie d'avoir peur. Ça peut sauver la vie d'avoir peur, absolument, et sauver celle des autres aussi, les amis qui vous accompagnent. Et le courage, c'est le corollaire de la peur. Quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui n'est pas inconscient, qui a eu l'estimation de la limite et de sa peur. Et donc voilà, ça se maîtrise, ça s'apprend également. Mais je crois aussi que c'est inhérent chez certaines personnes qui ont l'esprit d'aventure dès le plus jeune âge. Parmi les peurs, il y a celle de mourir. On l'a rapidement évoqué tout à l'heure. Vous avez failli mourir bien des fois au cours de vos aventures. Vous écrivez dans votre dictionnaire amoureux de l'aventure, compagne d'aventure et de route qui mord toujours lorsqu'il ne le faut pas et quand on ne s'y attend point ou plus. Comment la domestiquer quelque part, cette peur de la mort quand on part à l'aventure? Oui, alors moi je la récuse, j'adore la vie, j'adore mes amis, j'adore ce que je fais, etc. On n'est pas suicidaire quand on est aventurier. On n'est pas du tout suicidaire, en même temps, moi la mort je l'ai côtoyée de très près, de trop près, depuis le plus jeune âge, depuis 20 ans, et j'ai connu la violence aussi dans mon enfance, par les internats et autres. Je sais comment m'en défaire, et c'est justement pour mieux la dénoncer. Et la mort, en même temps, moi je me sens en sursis
Donc, je profite de la vie. On est tous en sursis, Olivier. Et on est tous en sursis, absolument, tout à fait. Et mais peut-être un peu plus ceux qui ont côtoyé la mort de très près. Et je crois qu'on sublime d'autant plus la vie d'une part, deuxièmement l'esprit d'aventure, qu'on a repoussé cette idée de mort qu'elle ne nous fait plus peur. Moi, elle ne me fait pas peur. Mais évidemment, c'est biologique. Hein, on est tous limités par notre cycle de vie. Mais j'ai appris à aimer la vie et j'ai appris aussi à aimer les autres. Aimer davantage la vie. Oui, absolument. On a fait l'expérience de la mort. Tout à fait. Et moi, j'ai connu l'adrénaline aussi de l'aventure, mais je récuse l'adrénaline. Je dis d'ailleurs à des jeunes voyageurs, si vous avez envie de l'adrénaline, allez faire la montagne. Faut pas aller dans des zones de guerre. Mais justement, on apprend à vivre avec cela, avec cette peur qui vous prend quelquefois aux tripes. Mais sans cesse, j'ai voulu retraverser ces frontières, aller dans des maquis, aller dans des zones de risque. Pas tout le temps, évidemment, mais aussi. Et je crois aussi qu'il y a des méthodes, comme un humanitaire d'ailleurs, qui irait dans des zones de guerre pour soigner. On apprend à limiter les risques. Alors une fois qu'on a limité 50% des risques, vous me direz, il en reste l'autre moitié. Ça se prépare. Hein, mais ça se prépare beaucoup. Un voyage, ça se prépare beaucoup un voyage, absolument. Ouais. Tout à fait. Alors ça se prépare par des lectures, par des rencontres, etc. Et en même temps, je veux pas être spécialiste de quoi que ce soit. Moi, au contraire, je suis un écrivain, voyageur, à l'esprit d'aventure, sinon aventurier. Mais ça se prépare et en même temps, à chaque fois, c'est neuf. Et je suis assez matérialiste dans ma préparation, par les chiffres, les thèses que je peux lire, les gens que je peux rencontrer. Puis à un moment, quand je suis au pied du mur, c'est le sixième sens. Parce qu'il faut être réaliste. Il y a des aventuriers qui ont réussi. Et on les connaît, on les cite, ils ont réalisé de magnifiques aventures. Alexandra David-Néel a réussi à pénétrer à Lhasa. Et puis il y a tous ceux dont on parle pas qui ont échoué. Oui. Parce qu'il y a des déchets, excusez-moi cette expression, je le mets entre guillemets, mais quand on voyage, parfois on rencontre souvent des hommes qui ont tenté l'aventure et qui ont une vie qui est d'une tristesse, ils sont bouffés par l'alcool, c'est désespérant quand on les écoute. Soit le retour, j'ai rencontré plein, même au fin fond de l'Amazonie, les Occidentaux, ou au fin fond de l'Afrique, soit parce qu'ils ont pris trop de risques et ils deviennent des déchets, et puis même quelquefois ils meurent sur place, y compris assez jeunes. Et là, je dirais qu'il y a un côté manque d'évaluation du risque. Je crois que c'est important de paramétrer, mais après on peut mourir aussi de maladie. Et oui, il y a ceux qui ont réussi et ceux qui ont disparu. Ça va à plein de gens, on va pas les citer, il y en a trop d'ailleurs, y compris des amis. Et quelquefois c'est triste, quelquefois c'est pour la bonne cause également, quelquefois c'est aussi, sublimer ou transcender le risque parce que on n'a pas peur, on fait semblant de pas avoir peur, parce qu'à un moment il faut aller jusqu'au bout. Voilà, il ne faut pas renoncer. Moi, il m'est arrivé de renoncer quelquefois, mais très souvent je n'ai pas renoncé. Quand j'ai renoncé, j'ai bien fait parce que je serais pas là aujourd'hui. Voilà. C'est ce que disent les alpinistes aussi. Voilà. Pour terminer, Olivier Weber, le goût de l'aventure, ça ne s'arrête jamais. On l'a toujours. Oui, on l'a toujours, absolument. Il n'y a pas un moment où on se dit allez stop, j'arrête. Non, je crois pas. C'est pas une drogue non plus. Au contraire, on la maîtrise. C'est un amour du voyage. C'est une passion pour les autres. C'est une empathie. Et c'est quelque part aussi un goût de l'aventure. Donc, oui, je dirais que c'est un maelstrom de sensations, de sentiments, mais aussi de pulsions. Moi, j'ai l'élan nomade et j'espère que je le garderai jusqu'à la fin de ma vie. Merci beaucoup, Olivier Weber. Merci. Je renvoie bien sûr à ce dictionnaire amoureux de l'aventure que vous avez publié aux éditions Plomb. Une multitude de rencontres avec de grands aventuriers, de thèmes, de réflexions et puis de fruits de vos nombreux voyages, de vos nombreuses aventures. Merci Olivier Weber. Merci à vous. Cette émission Visage vous a été proposée par Thierry Lyonnais. Réalisation technique, Nathan Faure.